Bonjour et bienvenue au livre audio de La fille du bureau de José Ouimet, lu par moi, Sa Majesté, Hugo Berthiaume. Chapitre 7, le procès. Dans la cellule qui sert aussi de salle de procès, assise sur une chaise basse, Marguerite sourit d'un air bonnet aux officiers qui lui font face. La jeune femme n'a guère dormi. Ses yeux creux, cernés et son teint blême en font foi, elle hoche la tête en se fonçant à garder les yeux ouverts. Dans un coin, discret et silencieux, les bras croisés sur sa large poitrine, son père observe le déroulement du troisième procès de sa fille Marguerite qui, cette fois, n'augure rien de bon. Les plaignantes ont certifié d'avoir vu en œuvre t'attentat à la pudeur en compagnie de 3 soldats. Elles assurent aussi que tes comportements étaient scandaleux. À cette heure, pourtant, grogne Marguerite, ces vieilles chippies devaient dormir. Précisément, tes ardeurs les ont dérangés dans leur sommeil. Qu'as-tu à dire pour te défendre? Je vous l'ai déjà répété 100 fois, sa impatiente Marguerite, et elle se mit à chantonner une petite ritournelle en souriant. M'en revenant de chez la Roche-Belle, je me suis allongé sur les remparts. La nuit était si belle, je me suis endormi. Réponds simplement à la question, somme l'officier. Loin de l'inciter à obéir, Lord la harponne davantage et Marguerite chante plus fort. Quand je m'y suis réveillé, je fus bien retenu de trouver de jeunes soldats à mes côtés. Suffit! Rugit cette fois l'homme rouge de colère. Ce procès est sérieux, et je te rappelle que les plaintes émises contre toi sont graves. L'officier de justice se racle la gorge et reporte son attention sur les papiers épars sur la petite table devant lui avant de continuer. On nous a aussi rapporté que c'étaient des très jeunes soldats. Gêne-nous pas, un homme est un homme, monsieur. Épargne-moi de ce genre de propos, interrompit-il, agacé, en la dévisageant un long moment. Il fait une courte pause et enchaîne. Est-il vrai que ces garçons ont eu affaire à toi plusieurs fois? Au souvenir des abats de la nuit, Marguerite glousse un peu d'affirmer sur un ton câlin. Je suis une fille tellement accommodante que je ne compte jamais les fois. Ne sois pas insolente, Marguerite Ratier. Les femmes comme toi qui font commerce de la débauche sans vergogne sont dangereuses et peuvent contaminer les hommes et ainsi répandre le vilain mal. Votre chirurgien barbier qui m'a examiné tout à l'heure a affirmé que je suis aussi saine qu'une pucelle. Permets-moi d'en douter, dit l'officier en levant les sourcils, incrédule. Il joint ses mains à la peau blanche sur le parchemin et ajoute sur un ton des plus paternalistes. Ma fille, ton cas est grave. Cette fois, tu as dépassé les bornes et les plaintes déposées contre toi. Ne me laisse pas le choix de sévir. Si je ne le faisais point, c'est la justice de ce pays qui serait sûrement critiquée et mise au banc des accusés par les clercs de l'Église. Surtout par l'évêque, Monseigneur de Saint-Vallier, qui cherche par tous les moyens de s'immiscer dans les affaires de l'État. Elle s'adosse et fixe Marguerite de son regard d'épervier. Voulant se redresser sur sa chaise, celle-ci appuie sa fale sur le sol en riant. « Emmenez-la dans sa cellule, » dit l'officier au geôlier qui attend la fin du procès. « Je veux retourner chez moi !» déclare Marguerite en reprenant place sur la chaise des accusés. « Emmenez-la !» réitère l'officier de justice. « Tout de suite !» Pourquoi? S'inquiète alors Marguerite, soudain consciente que ce procès ne se déroule pas comme à l'accoutumée. Les autres fois mourra lâché aussitôt que... Les autres fois, l'arrête son interlocuteur. Tu t'étais montré un peu plus discrète et les témoins étaient moins nombreux. Cette fois, c'était différent. Et j'avoue que tu l'as peut-être cherché. Je n'ai pas... Trêve de tergiversation. Allez, tu seras informé en temps et lieu de notre décision. D'un geste leste de la main, il fait signe au geôlier de reconduire la prévenue dans sa cellule. Marguerite lance un regard inquiet à son père, à qui la tournure des événements ne dit rien. Qui vaille.
Une fois la prisonnière sortie, l'officier de justice se tourne vers le greffier qui a déposé sa plume sur son écritoire. « Que pensez-vous faire ?» demande ce dernier. « J'ai bien peur de devoir passer l'affaire au règlement à l'extraordinaire, » déclare l'officier de justice, une main sur son cou douloureux. « C'est une formule qui prend beaucoup de temps, monsieur. Je sais, » dit l'officier d'un ton las en replaçant quelques feuilles qui menaçaient de glisser de tomber par terre. « Je préfère quand même traiter la chose à l'extraordinaire et ainsi prendre le temps de procéder au récollement des témoins et leur faire une nouvelle lecture de leur déposition, afin de vérifier s'ils veulent jeter quelque chose. » « Cela est-il vraiment nécessaire ?» demande le greffier perplexe. « Vous savez aussi bien que moi que les plaignantes sont très proches de Monseigneur de Saint-Vallier. »« Dans son giron, on ne peut plus !» ricane le greffier. « Ne riez pas, c'est sérieux. » Un mouvement attire l'attention des deux hommes. « Monsieur, si je peux me permettre, » hasarde le bourreau qui s'est approché furtivement dans la petite table. « Qu'arrivera-t-il à ma fille? » Je ne le sais pas encore. Cependant, par le règlement extraordinaire, je pourrais vérifier la bonne foi des plaignantes et des témoins qui ne pourront plus rien changer à leur déposition sous peine de faux témoignages. « Devra-t-on confronter l'accusé et les témoins en cette salle ?» demande le greffier à qui cette procédure donnera une surcharge de travail. « Ce sera le lieutenant général civil et criminel qui le demandera, pas moi. » L'officier se lève, y prend congé de son subalterne, lui laissant la tâche de ramasser tous les documents relatifs à son exercice. Debout, les bras ballant le long de son corps musclé, Jean s'adresse au greffier. « Ma Marguerite, elle va s'en sortir ou pas? Cette fois, ce sera un peu plus difficile. Ça dépend des plaignantes. Encore ces vieilles commères de Gourdeau, Pèlerins et compagnie qui n'ont rien de mieux à faire que nous empoisonner la vie. Comment sais-tu que ce sont elles qui ont porté plainte contre ta fille? Parce qu'elles nous détestent, comme tout le monde à Québec d'ailleurs. » Jean brandit devant lui ses poings pareils à deux véritables massues défiant un ennemi invisible. Chaque fois qu'elles le peuvent, elles nous mettent à moi et ma famille tous les péchés sur le dos. Elles surveillent nos moindres gestes, elles déforment nos moindres propos. Il crache par terre avant d'enchaîner. C'est Marie qui a raison. Nous ne sommes pas les bienvenus dans cette ville. Nous aurions dû rester aux Trois-Rivières. Vous y aurez été pendu, rectifie le greffier sur un ton autoritaire. Et ta femme aurait été veuve et tout aussi rejetée par ses co-citoyens. Sur ces mots, il quitte la cellule, laissant Jean songeur. Quelques minutes à peine se sont écoulées quand Marie fait interruption dans la salle du procès. Et alors, sans KRL aussitôt, elles vont faire venir les veuves pour qu'ils confirment leur première déposition. Après, il y aura peut-être un autre procès, mais en leur présence et celle de Marguerite. Si les vieilles corneilles ont le culot de se présenter ici, bien entendu. Marie réprime à peine le juron qui franchit malgré tout la barrière de ses dents serrées avant de mourir dans un sifflement. « Retournons à la maison. Nous n'avons plus rien à faire ici, » dit doucement son mari en lui prenant le coude. D'un geste brusque, sa femme se dégage de l'emprise de Jean et donne un coup de pied rageur à la chaise sur laquelle tenait auparavant sa fille aînée. « Je jure que ces chippies ne l'emporteront pas en paradis, foi de fille du roi !» hurle-t-elle avec véhémence avant de quitter les lieux comme si elle avait le diable à ses trousses. Jean laisse alors échapper un profond soupir de lassitude. Surgissant dans la pièce, le geôlier est témoin de son désarroi. « Si c'est pour ta fille que tu te fais souci, » le rassure le gardien de prison, « sois sans crainte, elle dort déjà. Ce ne sera pas la première fois que Marguerite fait un séjour dans une de mes geôles. » Le bourreau hoche la tête avant de retorquer. « Tu dis vrai pour Marguerite. Et puis, s'il fallait punir toutes les filles de joie de ce pays, les Sulpiciens n'auraient pas assez de place au Jéricho pour les tenir sur leurs férules. » Le geôlier sourit à cette idée. « Non, » reprend le bourreau. « Je ne crains pas pour Marguerite, c'est plutôt ma femme qui m'inquiète. Si les commérages continuent ainsi, elle en deviendra malade. »« S'il fallait écouter tous les ragoûts, » dit le geôlier en haussant les épaules. « Je ne cesse de lui répéter. »
Jean sourit et s'apprête à quitter la pièce quand le geôlier l'interpelle à nouveau. J'ai ouï dire que les gardes de la maréchaussée ont été mandés chez les marchands ce matin. Il paraît que le plus jeune de leur fils, Joseph, aurait commis le crime contre sa personne. Un souffle de vent se faufile sous le plafond bas, emprisonnant les craintes inexprimées des deux hommes. Mais c'est un pauvre fou qui n'a pas toute sa tête. Il n'aurait même pu la science de poser ce geste, s'exclame soudain Jean, tentant d'annihiler l'angoisse qui l'envahit. C'est aussi ce que je crois, retorque son vis-à-vis. M'empêche qu'on l'a retrouvé pendu sous les combles de la maison familiale. Je connais à qui ça va convenir de ne plus l'avoir dans les jambes. On n'affirme pas des choses aussi graves sans avoir des preuves, réplique Jean, aussi outré qu'embarrassé par le discours du geôlier. Crois-tu que je sois le seul à penser ainsi? Allons donc, Jean. Tout le monde sait aussi bien que moi que les parents de Joseph n'en pouvaient plus. Tu as probablement raison. Un accord tactile, celui de garder le silence sur le dessous de cette affaire, lie ces deux hommes bourrus qui ont en commun un métier détesté de tous. Aucun charretier ne voudra aller chercher le corps, encore moins le traîner par les rues de la ville, comme le veut le châtiment prévu pour ce genre de crime. Les gens sont superstitieux. Non, je te le dis, c'est une sale affaire, continue le geôlier. À moins que... Que quoi? Tu es bel et bien officier de justice et tu as le droit de veto lors d'un procès. Tu pourras poser ton veto ainsi plaider en faveur de la déraison et non du suicide. Pourquoi le ferais-je? Par simple compassion, pardi. Et puis, n'oublie pas que ce sera toi qui devras appliquer la peine et les services au corps du mort. De plus, avec le procès de ta fille Marguerite, je crois que ta famille et toi avez avantage à ne pas vous mettre encore plus à dos les habitants de cette ville, si tu vois ce que je veux dire. Le bourreau se gratte le menton, perplexe. La perspective de devoir supplicier un cadavre ne dit rien qui vaille. De toute sa vie, ce serait la première fois qu'elle devrait le faire et il n'en avait vraiment pas envie. Cet homme a raison. Je dois éviter ce châtiment, songe-t-il. Je te remercie pour tes conseils, dit-elle enfin au gardien de prison qui, sur un signe de tête, prend congé et retourne vers ses quartiers. Le bourreau quitte à son tour la salle des procès, convaincu qu'il y reviendra plus vite qu'il ne le souhaiterait. Chapitre 8. Le défi. Dans la cuisine, Charlotte s'affaire. Après le départ de ses parents, ses frères ont à leur tour déserté le logis pour aller se promener sur la berge où, paraît-il, vient d'accoster un navire. La jeune femme arrange la vaisselle, attiser le feu et surtout rêver à la veille qui l'attend. La perspective de passer la soirée au château et d'assister à un bal lui sourit bien sûr, mais celle de recevoir Daniel Boet encore plus. Le jeune homme hante ses pensées depuis qu'ils se sont quittés rue des Grisons. Un grattement furitif lui fait tourner la tête vers le dessous de la table qui trône au centre de la pièce. Elle aperçoit alors une petite souris qui se délecte des miettes de pain. Charlotte se dirige à pas feutrés vers le muret près de l'autre, s'empare du balai qui est appuyé et, le soulevant au-dessus de sa tête, revient lentement vers la table sous laquelle l'intruse, flairant un danger imminent, cesse de grignoter le minuscule morceau de pain qu'elle garde pourtant entre ses pattes menues. La souris et Charlotte se toisent. L'un au guet, prêt à déguerpir au moindre mouvement brusque, l'autre fébrile, prêt à abattre son arme le plus rapidement possible. La fille du bruit est presque à portée de sa future victime quand sa mère fait éruption dans la pièce, effrayant la souris qui regagne à toute vitesse un interstice dans le mur. « Que se passe-t-il? » interroge Marie. « Il y a une souris. »« Laisse donc ces pauvres petites bêtes, » coupe sa mère en allant se verser à boire. « J'haïs les souris, elles me font peur. »« Ce ne sont pourtant que des animaux sans défense, » argumente Marie. « Elles ont la vilaine manie de me surprendre au moment où je m'y attendais le moins. Et puis, si on ne s'y prend pas garde, elles prolifèrent tellement qu'elles envahiront ce logis en très peu de temps. Elles sont exécrables. Pas autant que les commères de cette ville. » Marie s'installe sur le banc et s'appuie sur la table. « Comment va Marguerite? »
Sans équerre, Charlotte en alla balayer le seuil de la porte d'entrée que la poussière de la rue a blanchi. A-t-elle été relâchée? Non, il y aura un autre procès en présence des plaignantes. Marie se verse de l'eau dans un gobelet qu'elle vide d'un trait. Ces vieilles corneilles, glapit-elle. Elles ne perdent rien pour attendre. Je leur réserve une surprise. Alertée par le ton de la voix, Charlotte cesse sa besogne et vient se planter devant celle qui prépare une vengeance diabolique. « Que m'y jettes-tu? » demande Charlotte, inquiète. « Tu verras, tu verras! Ne fais pas l'idiote! Marguerite nous a fait assez de tort avec ses dévergondages. Il ne faudra pas en ajouter. Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de tes remontrances. » Outrée de ce rejet, Charlotte laisse éclater une colère légitime. « J'en ai assez de toutes tes manigances. Veux-tu nous faire détester encore plus de tous les habitants de cette ville? N'as-tu pas envie de voir la vérité en face pour une fois? Avouez que Marguerite n'a que ce qu'elle mérite. Je t'interdis. » « Tu ne peux pas t'interdire de vouloir vivre à la tête haute, » l'interrompit Charlotte. Marie lève vers elle un regard ahuri. « Parce que toi, Charlotte Ratier, tu n'as vraiment rien à te rapprocher. Je n'ai rien, en effet. Jamais rien fait qui puisse nuire à ma réputation ou à la vôtre. Puh! J'ai la conscience en paix et je peux regarder n'importe qui dans les yeux sans honte. » Marie se lève et lance le gobelet rempli d'eau dans un coin de la pièce avant de fixer sa fille d'un air furibond. « Tu n'es ni meilleur ni pire que qui que ce soit dans cette famille, » siffle-t-elle, haletante de colère. « Cependant, si tu continues ainsi, tu railleras forcément ceux qui se donnent le droit de juger les petites gens de cette ville, les gens qui n'ont pas de richesse ou d'éducation. Tu deviendras acariante comme ces femmes qui, sous le couvert de la dévotion, médisent et calomnient les autres. « Je ne serai jamais ici !» l'interrompit Charlotte que ce discours indispose au plus haut point. « Non, tu as raison. Tu seras pire parce que tu renierais ton propre sang. » Sur ces mots, Marie s'éloigne de sa fille et se dirige vers la porte du logis qu'elle franchit à demi avant de jeter par-dessus son épaule. « Quel était le nom du soldat qui t'a abordé ce matin? Pourquoi veux-tu savoir son nom? C'est mon affaire. »« Martial. »« Martial qui? »« Je ne sais pas. Mais où vas-tu ici? »« Ça aussi, ce n'est pas de tes affaires. »« Quand reviendrais-tu? »« Je ne sais pas. »« Et que je retire à ton père s'il rentre au logis que tu n'y es pas? »« Rien. »« Et qui fera le repas ce soir si tu n'es pas là? »« Toi. » Piquée au vif, mais sachant surtout qu'elle devra s'échapper à cette corvée en toute discrétion, Charlotte rétorque sur un ton acerbe. « Je ne peux pas. »« Pourquoi donc? »« Si je trouverais un bon mari, je pourrais quitter cette chaumière, espère-t-elle à haute voix, vivre dans un logis aux fenêtres ouvertes sur le fleuve ou sur les maisons de la place du marché. Et si j'habitais à la côte de Beaupré ou l'île d'Orléans, ce serait magnifique. » Cependant, à l'idée de quitter la ville de Québec, Charlotte a un pincement au cœur. « Je ne gravirai plus la côte de la montagne, je n'apporterai plus ce rempart, je ne visiterai plus les étals des marchands au jour du marché, ni ne flânerai près des auberges et des tavernes qui sont les lieux de rassemblement de petits gens. » Tout cela lui manquerait. Soudain, pareil à un mirage flottant au-dessus du chemin de terre, le visage de son père apparaît dans son esprit. Il lui manquerait également. « Pauvre papa, » soupire-t-elle, « je suis sûre qu'il aurait aimé avoir un autre métier. » Charlotte se rappelle alors le jour où, pour la première fois, elle avait assisté à une exécution sur la place royale. Elle avait à peine 5 ans. Sa mère l'avait amenée acheter de nouveaux souliers. Sur le seuil de la maison du savetier, à quelques lieues de la place royale, Charlotte avait aperçu son père, juché dans une échelle placée en retrait d'une énorme potence. Elle avait aussitôt déjoué sur la surveillance maternelle et s'était faufilée entre les spectateurs pour s'arrêter juste devant lui. C'est alors qu'elle l'avait vu passer un nœud coulant autour du cou d'un homme en larmes avant de le pousser dans le vide. Les sursauts et les cris de la foule l'avaient aussitôt surprise, et c'est en pleurs que Charlotte avait retrouvé refuge dans les bras du bourreau
qui s'était empressé de redescendre de l'échelle et de la ramener à sa mère. Ce même jour, tard dans la nuit, alors qu'elle peinait à s'endormir, Jean était venu à son chevet et lui avait donné un baiser sur le front. Elle lui avait parlé doucement, lui disant de ne pas avoir peur, qu'il n'accomplissait que son travail, un travail que les officiers du roi lui demandaient de faire. Ces pensées la ramènent à Daniel Boet et à la soirée qui l'attend au château. Si j'ai fait toutes mes tâches, je risque de ne pas pouvoir me rendre à temps à ce rendez-vous. Avec tout le travail à la prison ces jours-ci, papa ne sera pas à la maison avant tard ce soir. Et mes frères n'auront qu'à faire cuire les restes du repas de midi. Je ne raterai pas une occasion pareille, même si ma mère, en le découvrant, me fait subir les pires tourments, s'enhardit-elle. Charlotte se débarrasse aussitôt du balai et défait les attaches de son tablier, qu'elle plie machinalement avant de le déposer sur le coffre tout près. Elle quitte la maison familiale en prenant bien soin de refermer la porte derrière elle. D'un pas rapide, elle emprunte la grande allée au bout de laquelle se dressent les contreforts du château Saint-Louis. Un sourire étire ses lèvres, charnu à la pensée que dans peu de temps, elle deviendra, le temps d'un bal, garçon de service. Chapitre 9. Le banquet. Charlotte fait le service de grue non loin de la porte de service du château, qui s'ouvre soudain dans un graissement de gonds. « Te voilà enfin !» s'exclama-t-elle lorsque Daniel s'encadre dans la porte entr'ouverte. « Chut !» Le jeune homme jette un regard aux alentours avant de sortir derrière son dos un paquet difforme. « Tiens, mets ceci en vitesse !» lui ordonne-t-il. Incertaine, Charlotte examine du coin de l'œil les vêtements tendus tout en cherchant un endroit discret où elle pourrait se changer sans être vue. « Ici? Bien sûr que non! Va plutôt t'abriter là-bas derrière le bosquet qui longe le mur. » Charlotte obéit. Derrière le tuya aux ramures verdoyantes, la jeune femme tente tant bien que mal de se dévêtir sans trop se découvrir. Elle enlève tout d'abord ses galoches et ses bas, soulève sa jupe avant d'enfiler les chausses et les bas d'un blanc douteux. Elle se débarrasse ensuite de son gilet et de sa chemise avant de revêtir une cassaque au tissu rugueux. La blouse serrée à la taille camoufle le galbe de ses seins, tandis que les larges manches, une fois repliées, donnent une meilleure aisance à ses mouvements. Une cravate brune complète l'habillement. La jeune femme remet ses chaussures et, après avoir roulé ses vêtements un paquet bien serré, elle le fait disparaître derrière un tas de pierres au pied de l'arbrisseau. Ainsi déguisée, Charlotte sort de son abri et rejoint Daniel, qui l'attend impatient. « Ton bonnet !» lui dit-il en désignant de son index tendu la coiffe que la fille du bureau a oublié d'enlever. L'air contrit, Charlotte retourne derrière le bosquet, enlève sa coiffe qu'elle met avec les autres vêtements et revient à nouveau auprès de l'apprenti cuisinier. « Voilà qui est bien !» annonce-t-il, la mine réjouie. « On y va ?» demande Charlotte, fébrile. « Je crois que tu devrais coiffer tes cheveux d'une autre manière. Attends un peu, je vais t'aider. » Daniel attrape la chevelure soyeuse et défait le chignon qu'il recoiffe une sorte de petite bourse arrondie qu'il dépose avec précaution sur le cou de sa compagne. Au contact du garçon qui ne perçoit pas son trouble, Charlotte frissonne. « Voilà !» conclut-elle en vérifiant son ouvrage d'un air satisfait. Sans plus tarder, il ouvre la porte et, d'un mouvement du manteau, invite Charlotte à le suivre. Vêtue et coiffée de la sorte, Charlotte s'introduit dans les cuisines du château, certaine de ne pas être reconnue. Cette idée la remplit de joie et la fille du bureau déambule sans crainte, savourant une liberté qui, jusqu'ici, lui a totalement fait défaut. « Attends-moi ici un instant, » lui dit Daniel en apercevant son oncle qui, d'un signe de la main, lui ordonne de venir le rejoindre. « Ne me laisse pas seule, » implore la jeune femme, craintive. « Je vais voir ce qu'il me veut, et je reviens aussitôt, » la rassure son compagnon. « Ne va pas trop loin, je t'en prie. »« Non, je reste dans la cuisine. Surtout, ne me perds jamais de vue, d'accord? » Charlotte hoche la tête en signe d'assentiment. Une dernière fois, Daniel vérifie l'apparence de la jeune femme. « Ton teint, » lui chuchote-t-il. « Qu'y a-t-il, mon teint? Il est trop pâle et tu n'as pas de barbe. Pas même de duvet. Et alors, noircis-le un peu avec de la cendre. Où vais-je la prendre? Dans le seau là-bas. »
répond-il en désignant un autre moins large que celui qui est à ses côtés. « Je n'ai pas de miroir. Tu dois donner l'impression d'avoir un peu de barbe, lui explique-t-il en lorgnant vers son oncle qui fait maintenant des gestes de plus en plus éloquents. Mais Daniel la quitte sans plus discuter. Demeurée seule, Charlotte balaie du regard la vaste cuisine dans laquelle se trouvent tous les ustensiles indispensables au cuisinier et à leur apprenti. Près des 3 âtres aux immenses chenets, Charlotte voit d'abord le batte-feu, les pincettes, les tenailles, les tissonniers et aussi les cramaillères à mailles et les crans auxquels des chaudrons sont suspendus. Un domestique s'affaire d'ailleurs à en diriger un vers un trépied placé près du jambage de la cheminée. À côté de lui, Charlotte distingue une pelle à feu servant à recueillir les cendres du foyer. Elle cherche le pot dans lequel la cendre refroidit. Appelant, la jeune femme s'approche de l'autre du mur duquel un soufflet est accroché. À quelques pas du pot de cendre, elle repère un grill de fer à 7 branches fixé à même la pierre de l'autre. « Quelle magnifique invention !» s'étonne-t-elle, émerveillée par la praticité de l'instrument. Charlotte se penche à demi et plonge la main dans la cendre encore chaude. L'en retire vivement, la secoue un peu avant de s'en frotter le bord du menton, sans oublier aussi le dessous du nez. À ses côtés, le domestique, tout occupé qu'il est, ne remarque rien. S'écartant de l'autre, Charlotte marche vers une rangée de fourneaux auprès desquels s'activent des portiers. Munis de lèche-frites, de tourtières, de moulins gâteaux, d'emporte-pièces, de molettes, ceux-ci ne voient pas ce jeune étranger qui les observe. Un grésillement suivi du relent d'un fumet particulier attire soudain l'attention de Charlotte. Sur sa gauche, tenant un friquet au bout de ses bras tendus, afin de ne pas se faire asperger de l'huile chaude qui jaillit à la marmite, un serviteur fait frire des beignets qu'un autre trempe ensuite dans un mélange de sirop d'érable et de sucre granulé. Tous ces fumets attissent la faim de Charlotte, qui lèche les lèvres. La jeune femme observe ces mets raffinés qui n'ont jamais eu l'heure de se retrouver sur la table familiale. Elle se rend compte une fois de plus que la vie des nobles de ce pays est bien différente de la sienne. « C'est injuste, soupire-t-elle. Levant la tête vers la droite, elle cherche la silhouette de Daniel à travers les volutes de fumée qui emplissent la cuisine. Elle le voit enfin, une râpe entre les mains, occupé à défaire en menus morceaux une noix de muscade. Près de lui, un collègue tamise la farine qui servira à la confection d'un dessert raffiné. Occupés comme ils le sont à leurs tâches respectives, les coqs et leurs apprentis ne prêtent aucunement attention à la jeune femme qui en soupire d'aise. « Quelle chance de passer ainsi inaperçue !» pense-t-elle, joyeuse. La chaleur des nombreux fourneaux l'incommode et surtout la fait transpirer sur le tissu rugueux de la chemise qui irrite sa peau. En se reculant davantage des autres, la jeune femme se retrouve près de la porte derrière laquelle lui parviennent des sons confus. Elle s'en approche doucement quand la porte s'ouvre soudain à toute volée, laissant entrer un personnage vêtu d'une livrée de serge foncé. À sa suite, une horde de serviteurs tenant des plateaux vides le talonnent. « Allons, pressons !» calme le nouveau venu. « Maintenant que les entrées sont servies, il faut vite préparer les plats de viande. » Toujours avec sa cohorte derrière lui, le maître d'hôtel se dirige vers un esclave amérindien qui transvite de l'eau dans un immense chaudron. Près de ce dernier, penché au-dessus d'une table en bois, un cuisinier s'affaire à d'épaisser un morceau de gibier, chassé à même les terres du gouverneur. Au pied du marmiton, assis sur 2 énormes bulots, autant de domestiques plument des volailles que l'on préalablement trempées dans l'eau bouillante. À travers les va-et-vient de cette fourmilière, Charlotte aperçoit Daniel qui lui sourit gentiment. La vapeur blanchâtre qui plane dans l'air saturé d'humidité l'auréole un instant. « Qu'il est beau !» lui siffle la voix avec convoitise. Une bouffée de chaleur assaille la demoiselle qui, prise d'un vertige, cherche appui sur le mur près d'elle. Elle touche un soufflet d'âtre qui, en tombant, heurte une bassinoire de cuivre dans un bruit de crixelle. Le temps d'un battement de cils, le tintamarre
alerte les artisans rassemblés qui reportent immédiatement leur attention sur leur travail. Craignant de se faire découvrir, Charlotte cherche à s'esquiver quand le maître d'hôtel interpelle d'une voix tonitruante. « Toi, viens par ici! » Charlotte hésite un moment, cherche Daniel du regard afin de quêter un mot, un geste qui lui indiquerait comment se sortir de cette impasse. Mais à l'instant où se tenait le jeune homme quelques minutes auparavant, se dresse maintenant l'inconnu. Apeurée, Charlotte pivote sur ses talons, se hisse sur la pointe de ses pieds, cherche encore la silhouette rassurante de son compagnon, quand l'inquiétant maître d'hôtel la rejoint. « Que fais-tu là, pavoisé? Les convives attendent, on se dépêche! » L'invective l'homme en la bousculant sans ménagement. Elle la repousse ainsi jusqu'à l'autre bout de la grande salle avant de lui mettre entre les mains un énorme plateau sur lequel ont été placées 6 assiettes remplies de nourriture. Sous le poids des couverts, la pauvre Charlotte plie les genoux et s'efforce de garder un équilibre sur les plats instables. « Je n'arriverai jamais !» songe-t-elle, effrayée à l'idée d'échapper le plateau par terre. Le maître d'hôtel pose ensuite ses 2 larges mains sur les épaules de la servante, lui faisant faire volte-face afin qu'elle fonde dans la file des autres domestiques chargés de servir les convives. Sous l'effort, Charlotte sue à grosses gouttes. Elle inspire profondément, tenant de conserver son calme et surtout ses forces. Des larmes qu'elle refoule avec peine lui picotent les yeux. « Courage !» se répète-t-elle. Les paumes du maître d'hôtel plaquées sur ses omoplates, Charlotte avance de plusieurs foulées quand soudain, au détour du petit corridor, une immense salle illuminée par une centaine de candélabres apparaît devant elle. Ébahie devant tant de splendeur, Charlotte écarquille les yeux. Oubliant soudain le fardeau trop lourd, pareil à une automate, la jeune femme marche à pas lents, notant les moindres détails du décor féerique qui s'offre à elle. Songeant une table où s'alignent des convives abordant vestes de brocart et bijoux clinquants, Charlotte aperçoit des gentilshommes qu'elle se rappelle avoir croisés à plusieurs reprises sur la place du marché ou dans les rues du Québec. Des officiers surtout. Le convoi de serviteurs s'arrête un moment devant le gouverneur Frontenac qui, entouré de l'intendant Champigny et du gouverneur de Montréal, Louis-Hector de Calière, se sert en premier. « N'eût été votre aide lors du siège de Québec par l'amiral Phillips, » décrète le comte de Frontenac. « Je ne sais comment je me serais tiré d'affaire. »« Je n'ai fait que mon devoir, » retorque le comte de Calière, que le compliment ravit. « Monsieur de Frontenac a raison, » renchérit l'intendant Champigny en piquant un morceau de viande avec sa jambette. « Sans vous, nous étions crus. » Les 3 gentilshommes rient de bon cœur en piquant à leur tour la lame de leur couteau de table aux manches taillées de l'ivoire. « Et comment sont les relations avec les Iroquois? » s'arquiert encore le gouverneur de Québec. « Ah! » se lamente le sieur de Calière. « Après la terrible campagne de 1685 que j'ai menée contre eux, je n'ai plus qu'un seul but. Signer au plus tôt un traité de paix avec ces redoutables Sononotois. La vie serait toujours plus agréable pour les habitants de Montréal. » Ce serait en effet souhaitable pour que cela survienne le plus tôt possible, car je ne peux pas vous cacher que le commerce de fourrure en est très touché, déclare le gouverneur de Québec. Ce dernier étire le cou et balaie la foule des convives de son regard d'épervier avant d'enchaîner. « Je ne veux pas, monsieur de la Chesnaye, mais où est-il donc? »« Il est à cette table, là-bas, sur votre droite, » le rassure l'intendant Champigny, avant de porter sa coupe remplie d'un délicieux vin de Bordeaux à ses lèvres. « Je suis bien aise de le voir ici, » murmure Frontenac à son intendant en saluant d'un discret mouvement de la tête. Le sieur de la Chesnaye qui fait de même. « Toujours aussi riche, ce gentilhomme, » l'informe le gouverneur de Montréal en saluant à son tour d'un geste leste de la main. « Le propriétaire d'une dizaine de seigneuries, » répond l'intendant Champigny, auquel il vient d'ailleurs d'ajouter celle de Kamouraska. « Vraiment? » commence le gouverneur Calière quand, venant d'une table sur la gauche, un rire attire l'attention des invités et de Charlotte. « Voilà, le sieur, pas de vin! » lance un des convives assis près de l'intendant en reloquant du côté de l'homme qui rit maintenant à gorge déployée. « Est-ce que sa femme qui le fait rire ainsi? » raille le gouverneur Frontenac sur un ton badin. À croire les ragots qu'on leur colporte alors son sujet, cet homme serait de nature plutôt
qui tourne sauf avec ses maîtresses. Les 4 compagnons de table rient franchement avant de reporter leur attention sur les mets qu'un autre serviteur leur présente. Intriguée, Charlotte tourne la tête vers le seigneur Potvin, qui s'esclaffe à nouveau. Sur un signe du maître d'hôtel, elle se dirige vers la table de cet invité, s'immobilise et attend que les domestiques, en livrée bleu et blanc, y prennent les assiettes et les déposent devant les invités affamés. Elle fixe le profil de l'individu à la droite quand quelque chose dans le porte-de-tête, dans la manière surtout de la pencher de côté, lui donne une impression de déjà-vu. Lorsque l'inconnu tourne soudain son visage vers Charlotte, son sang ne fait qu'un tour quand elle reconnaît le gentilhomme qu'elle a vu chez la Rochebelle. Un sentiment de colère la submerge au point qu'elle en tremble. Sur le plateau, les assiettes s'entrechoquent. N'écoutant que sa rage, Charlotte s'approche un peu plus du gentilhomme et, dans un geste prémédité, fait chavirer le plateau. Les 3 plats sur lesquels reposent des pigeons rôtis copieusement arrosés de vinaigrette de bleuet s'écrasent sur la veste du belâtre qui se lève en sursaut, faisant culbuter sa chaise qui va heurter le mur derrière lui. « Stupide domestique !» lucifère-t-il aussitôt en levant les bras au ciel. Une fois la consternation des autres convives passée, les « oh » et les « ah » fusent de toutes parts avant de laisser place à des rires sous cap ou à des gloussements significatifs. « Monseigneur, je suis vraiment désolé !» se confond en excuse d'un maître d'hôtel en essuyant avec sa serviette de lin beige les coulis de sauce grasse qui marbrent le vêtement. Sans demander son reste, Charlotte s'esquive en vitesse. Elle louvoie un moment entre les chaises des invités qui gardent la tête levée vers le gentilhomme, piaffant d'impatience devant la lenteur du domestique qui a maintenant ses genoux. La jeune femme, qui est enfin à la salle du banquet, parcourt le corridor un temps record avant de déboucher dans les cuisines où les cuisiniers et leurs apprentis s'affairent toujours. Aussitôt qu'elle rentre, Daniel l'interpelle, une cuillère à la main. « Où es-tu? Je t'ai cherché partout! »« Je dois vite partir! » lui répond Charlotte en jetant des regards effrayés vers le corridor, redoutant d'y voir apparaître la maître d'hôtel, furieux. « Que se passe-t-il? » s'inquiète son ami en voyant la mine effrayée de Charlotte. « Ne t'en fais pas, j'ai seulement réglé son compte à un odieux personnage. »« Et notre rendez-vous de demain? » tente rapidement Daniel. Sans prendre le temps de répondre, Charlotte se précipite vers la porte donnant sur la cour, l'ouvre et disparaît au moment même où le maître d'hôtel surgit dans la cuisine du château. « Où est donc ce domestique de malheur que je lui fasse goûter de mon bâton? » s'écrie ce dernier rouge de colère. « Qui donc? » demande Daniel d'un air innocent. « Le serviteur que j'ai vu pénétrer ici il y a quelques minutes à peine. Je n'ai vu personne. Il a peut-être déjà filé du côté du grand salon ou à l'étage dans les chambres. »« Ça va, ça va !» s'impatiente le maître d'hôtel, qui fait demi-tour, bien décidé à mettre la main au collet du vaurien qui lui a valu le mécontentement du gentilhomme de Montreuil, ami du gouverneur Frontenac. Amusé, Daniel sourit en posant son regard sur la porte close derrière laquelle la jeune femme a disparu. Elle se plaît à l'imaginer derrière le buisson en train de se débarrasser de ses hardes, sa peau nacrée tranchant sur l'obscurité qui a maintenant envahi la ville et ses environs. Dude pervers. Daniel éprouve une réelle fascination pour cette jeune femme, pour son entrain, sa désinvolture et aussi pour son je ne sais quoi, qui l'attendrit jusqu'à la regarder. Ok. J'espère que nous nous reverrons demain, murmure-t-il en imaginant à ses côtés. Daniel! Le cri du maître cuisinier le fait sortir de sa torpeur. Viens là, lui ordonne ce dernier. On a besoin de toi. Laissant sa cuillère sur la table de travail, l'apprenti cuisinier retourne à sa tâche en espérant que la super chérie de latte instigateur ne soit pas découverte.